Bienvenue pour cette exploration des relations complexes et souvent, oui, très pragmatiques entre Israël et certains pays musulmans clés. Je pense à l'Égypte, aux Émirats arabes unis, la Turquie, l'Arabie saoudite. Oui, tout à fait. Les documents qu'on a consultés y dessinent un tableau assez fascinant. D'un côté, des intérêts stratégiques, économiques qui pèsent lourd, et de l'autre, une opinion publique qui reste majoritairement pro-palestinienne. C'est ça. Notre objectif aujourd'hui, essayer de comprendre comment ces gouvernements naviguent, comment ils jonglent avec ces forces contraires. Bon, décortiquons ça un peu. Volontiers. En fait, la toile de fond, c'est vraiment cette tension permanente. Si on analyse les motivations derrière les rapprochements, il y a deux piliers qui ressortent clairement des sources qu'on a vues. D'abord, la stratégie, avec en ligne de mire souvent l'influence iranienne, perçue comme une menace commune, et puis, bien sûr, l'économie, des bénéfices mutuels qui peuvent être considérables. Oui. Prenez l'Égypte, par exemple. Le traité de 79, ça leur a rendu le Sinaï, ça a ouvert l'aide américaine, c'est connu. Mais aujourd'hui, même si c'est moins visible, la coopération militaire, et surtout commerciale, elle perdure. Ah oui, à quel point? On parle de près de 284 millions de dollars d'échanges juste pour le début 2024, principalement dans le gaz, l'agriculture. Quand même. Et pour les EAU, les accords d'Abraham, c'est une illustration, mais limpide. Recherche de sécurité face à l'Iran et un commerce qui explose littéralement. On était à 664 millions de dollars en 2023. C'est énorme. Et on retrouve une dynamique un peu similaire, mais peut-être plus agitée avec la Turquie. Oui, c'est ça, plus fluctuante. Malgré le gel récent des relations commerciales, là, en mai 2024, si on regarde les chiffres du début d'année, il y avait encore 1,5 milliard de dollars d'exportations turques vers Israël. C'est le fruit d'un accord de libre-échange qui date de 1997. Tout à fait, un accord ancien. Et puis, il y a l'Arabie saoudite. Alors là, c'est plus discret, pas de normalisation officielle, mais les sources qu'on a lues indiquent quand même une coopération sécuritaire bien réelle. Oui, discrète mais réelle, toujours dans cette logique un peu anti-iranienne. Ça va jusqu'à autoriser le survol de son territoire par des avions israéliens, ce qui n'est pas rien. Non, effectivement. Ce pragmatisme, il prend vraiment des formes très très variées selon les pays. Précisément. Et ce ne sont pas que des accords de principe. Les documents y révèlent des implications très concrètes, parfois surprenantes par leur ampleur ou justement par leur discrétion. Ça montre une imbrication qui dépasse souvent le discours officiel. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on plonge dans les détails, il y a des faits qui marquent. Par exemple, cette coopération militaire Égypte-Israël dans le Sinaï. Les sources parlent de plus de 100 frappes aériennes israéliennes entre 2015 et 2018, menées avec l'aval du Caire, mais dans une opacité médiatique quasi totale. C'est considérable. Absolument. Et aux OU, on voit des choses peut-être plus symboliques, mais fortes. Ce membre de la famille royale qui achète des parts dans une équipe de foot israélienne. Oui, le Beitar Jérusalem, je crois. Un symbole fort, comme vous dites. Exactement. Et en Turquie, la suspension du commerce, ce n'est pas juste une posture diplomatique, ça a eu des répercussions directes sur des entreprises locales appartenant à des citoyens juifs turcs. C'est très concret. D'accord. Et maintenant, si on met ça en face de ce que pensent les gens, les populations. Alors là, c'est là que le fossé apparaît, et il est béant parfois. En Égypte, un sondage juste après la dernière guerre à Gaza montrait, tenez-vous bien, 75% d'opinion positive envers le Hamas. Ah oui, carrément. Il y a un rejet massif des liens avec Israël. Aux EOU, c'est un peu plus partagé sur les accords eux-mêmes. Alors 47% pour, 49% contre, donc très divisé. Mais par contre, une nette majorité, 67%, juge négativement la position du gouvernement sur la guerre à Gaza. Ce décalage est frappant, oui. Très frappant. Et j'imagine que ce n'est pas moins marqué ailleurs, en Turquie par exemple. Non, pas moins marqué. En Turquie, le soutien à la cause palestinienne est massif. Dans l'opinion, seuls 30% considèrent le Hamas comme une organisation terroriste. Donc une pression populaire énorme. Énorme, difficile de l'ignorer, et ça a sans doute pesé lourd dans la décision de suspendre le commerce. Et puis l'Arabie saoudite. Publiquement, la ligne est claire. Toute normalisation est conditionnée à la création d'un État palestinien. Une ligne rouge pour l'opinion publique là-bas. Exactement. Même si, comme on l'a dit, en coulisses, la coopération sécuritaire existe. Alors comment ils font ? Comment ces gouvernements naviguent dans ce grand écart permanent ?
c'est un exercice d'équilibrisme politique de haute voltige. Il faut constamment peser les gains immédiats, la sécurité, l'économie, face au risque d'éroder la confiance de sa propre population. Et sur une question aussi sensible, aussi historique que la Palestine. Oui, c'est un pari risqué. Très risqué. Du coup, chaque pays développe sa propre stratégie, sa propre nuance. L'Égypte, elle joue un peu sur les deux tableaux, coopération sécuritaire d'un côté, mais se positionne aussi comme facilitateur de l'aide humanitaire pour Gaza de l'autre. D'accord. Les EAO, eux, misent à fond sur l'économie tout en modulant leur condamnation diplomatique selon les événements. La Turquie, elle, utilise une rhétorique très ferme, très anti-israélienne, pour satisfaire sa base électorale. Et l'Arabie saoudite maintient cette façade pro-palestinienne très officielle. Tout en avançant ses pions stratégiques de manière beaucoup plus discrète. Alors l'enjeu, au final, quel est-il? On voit bien le potentiel. Ces alliances pragmatiques pourraient peut-être stabiliser certains fronts régionaux, notamment face à l'Iran. Oui, c'est l'argument souvent avancé. Mais le risque, il est tout aussi réel, celui d'alimenter des frustrations internes profondes si le sort des Palestiniens est perçu comme sacrifié sur l'autel des intérêts nationaux. C'est exactement ça. C'est une tension constante entre la réelle politique, les nécessités économiques d'un côté, et puis cet héritage émotionnel, politique extrêmement puissant qui est lié à la cause palestinienne dans les opinions publiques. Donc en résumé, une situation éminemment complexe, très mouvante, où les calculs stratégiques, les milliards de dollars, se heurtent de plein fouet aux passions populaires et au poids de l'histoire. Tout à fait. Et pour laisser peut-être une question en suspens, les sources qu'on a vues chiffrent les bénéfices potentiels d'une normalisation saoudienne à 45 milliards de dollars. 45 milliards, c'est colossal. C'est une somme énorme, oui. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que de telles incitations économiques peuvent vraiment, à long terme, refaçonner les loyautés profondes, les alignements régionaux, ou est-ce que, au fond, une résolution politique du conflit israélo-palestinien reste la clé indispensable, la condition sine qua non pour que toute normalisation soit non seulement possible, mais surtout durable et acceptée par les peuples concernés? Une question essentielle, en effet. Merci pour cet éclairage passionnant.